Le silence gêné de la droite. Les attaques de la majorité présidentielle renvoyant dos à dos la NUP et le RN, la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon, faite de caricatures, d'outrances, de volonté de choquer, d'abîmer les adversaires politiques avec peu d'arguments, tout cela ressemble comme deux gouttes d'eau aux méthodes employées par l'extrême droite et le parti de Marine Le Pen durant de nombreuses années. Pourtant, que ce soit le principal intéressé, Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux alliés, tous l'assurent, la NUP n'est pas d'extrême gauche, mais tout simplement le reflet de la nouvelle gauche d'aujourd'hui. Et si la droite républicaine s'était alliée avec Marine Le Pen et Éric Zemmour, les acteurs de cette nouvelle union populaire écologique et sociale n'auraient-ils pas crié au scandale? Rien n'est moins sûr. Alors NUP, Rassemblement National, bonnet blanc et blanc bonnet, on en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Et on va démarrer tout de suite sur la question de ce soir avec Richard Flandin, adjoint à la ville de Nîmes, les Républicains. Quel est votre avis sur cette fameuse NUP ou NUPES, on ne sait plus comment les appeler, et le Rassemblement National? On a beaucoup entendu sur ce plateau depuis dimanche soir qu'en fait c'était la même chose. Écoutez, le NUP, nouveau mouvement politique français, et le RN a une expérience de quelques années. Le NUP, c'est le désordre contre la police, contre la justice. On rase gratis, c'est un catalogue de la Redoute, excusez-moi, c'est le catalogue de Noël, 1500 € pour le SMIG, 4000 €, on est riche. Je pense que M. Mélenchon, avec son imposition sur l'ISF, doit être très très riche. Bon voilà, moi après le RN, je crois que 13 millions de Français ont voté pour Mme Le Pen. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont une large majorité en France. Non, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Et quand on demande aux Républicains de faire un choix entre une majorité présidentielle et le Rassemblement National, ou entre la NUPES et le Rassemblement National? Les Français ont voté pour M. Macron. Je crois que les Français choisiront une majorité pour M. Macron, et je le souhaite quand même pour la stabilité de notre pays. Je préfère avoir une opposition un peu plus large au RN que des NUP. Philippe Berta, quel est votre sentiment? Vous l'avez probablement aussi un peu vécu, parce que vous faites face à un candidat de la NUP, Nicolas Cadenne, qui était sur ce plateau hier, et vous avez des Républicains qui ne veulent pas choisir pour la majorité présidentielle. Alors moi j'ai surtout vécu, au même titre que Nicolas Maisonnet, la France insoumise dans l'hémicycle. Je crois qu'une grande partie de nos concitoyens ne se rendent pas compte. Ce sont des gens qui à bon goût, sont tels que je les ai observés dans leur comportement, sont anti-républicains, anti-démocrates, anti-institutions. Moi, je décris la France insoumise qu'on a repeint là sous le terme de NUP, mais il ne faut pas se tromper, on sait qu'il est le marionnettiste qui tire les ficelles. C'est un seul homme qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, avec son parcours de plus de 70 ans de mandat accumulé, est un homme qui connaît bien les affaires politiques, ça c'est clair. Aujourd'hui, moi je ne le vois pas vraiment comme un homme politique, je le vois très sincèrement et très clairement par rapport à ce que j'ai vécu à ses côtés, tel que je l'ai observé, une espèce de gourou, avec une secte très composite. Le discours de Laurent Burgoa hier soir, sur ce plateau. Écoutez, je partage totalement ce discours, et c'est quelqu'un qui est prêt à tout et à n'importe quoi, pour uniquement, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler le leader Massimo ou Minimo, mais en tout cas pour effectivement s'imposer lui. Pour vous, l'objectif, c'est de mettre le bazar à l'Assemblée nationale et de bloquer le pays? Lui, son objectif au départ, c'était d'être président, c'est d'être le numéro 1. Alors après, il a converti ça de façon totalement il n'est pas passé loin d'un second tour à la présidentielle, on peut lui reconnaître ça. Il convertit après cette histoire de Premier ministre, etc. Mais ce qui l'intéresse, Jean-Luc Mélenchon, c'est lui. Le reste l'intéresse peu. Les gens ne les intéressent pas. Je n'ai jamais vu Jean-Luc Mélenchon dire bonjour à quelqu'un. Mais il n'a pas réussi son coup. Il nous appelle les gens, d'ailleurs. Il nous appelle les gens. Philippe Berta, il n'a pas réussi son coup quand même. Aujourd'hui, il y a plus de 400 circonscriptions où il y a un candidat NUP au second tour. Alors, il réussit effectivement un coup politique. Et est-ce qu'il n'y a pas une aspiration des Français aussi à avoir plus de gauche à l'Assemblée nationale? Le problème, c'est qu'on ne parle pas de gauche, là. C'est pas de la gauche. Moi, vous me parlerez du groupe communiste, du groupe socialiste à l'Assemblée, je pourrais vous dire plein de choses. J'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là, je sais à qui j'ai affaire. Non, là, c'est de l'extrême gauche, c'est de la radicalité, la déradicalisation totale. C'est un programme économique qui est... Tous les observateurs, il faut arrêter maintenant, il faut le dire, que ce soit bien sûr la Banque de France, que ce soit, mais aussi des think tanks de gauche, etc. On fait l'analyse du programme. Le programme, c'est un programme à quasiment 1 milliard par jour. C'est un programme qui nous amènerait peut-être à une espérance de survie dans ce pays de 3 à 6 mois.
type un petit peu Venezuela, voire Grèce. Et qui, la NUP, vous la mettez dans le même sac que le Rassemblement national aujourd'hui? Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même sujet. Le Rassemblement national a fait un corpus idéologique qui est basé sur l'immigration et sur la sécurité. C'est leur corpus idéologique. Là, on a un corpus idéologique totalement différent, qui est celui de M. Mélenchon. C'est pour ça, d'ailleurs, je vois mal comment tout ça là va survivre à l'après-Mélenchon, parce que maintenant, vu l'âge qu'il a, je pense qu'on est peut-être dans son dernier sursaut, c'est pour ça qu'il est prêt à n'importe quoi. Mais en tout cas, il faut le dire aux Français, c'est la mort du pays. Dans un moment d'instabilité mondiale catastrophique, parce que là, on parle bien sûr énormément de l'Ukraine, on va reparler de Covid, et vous le savez, Abdel, dans peu de temps, malheureusement. Et puis, on voit bien ce qui va se passer progressent à nouveau. Et on voit bien ce qui va se passer entre la Chine et Taïwan. Donc, on est dans un moment d'instabilité totale où cet homme-là nous mettrait dans une situation complètement exsangue, en dehors de l'Europe, en dehors de l'OTAN, et nous laisserait nous rabougrir et mourir sur pied. Bon, Philippe Berta a une analyse peut-être un peu excessive de la NUP. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicolas Maisonnet? C'est vrai que j'ai pratiqué également à LFI pendant 2 ans et demi à l'Assemblée nationale, et il faut dire que c'est assez compliqué, ils sont virulents. Je crois quand même que Jean-Luc Mélenchon a abordé un tournant entre 2017 et 2022 assez dangereux. Je crois qu'en 2017, il avait une image, disons, d'une certaine gauche rassembleuse, peut-être même d'une certaine façon patriote, qui prônait l'unité de la nation, et puis la dérivé lentement vers des thèses qui divisent, le racialisme, l'indigénisme, la haine du flic, la police tue. Selon ces mots, il y a une dérive comme ça mélenchoniste qui est assez dangereuse. Mais ça n'a pas empêché Marine Le Pen de lui demander au second tour de la présidentielle de le rejoindre, hein? Je ne crois pas que Marine Le Pen ait appelé Jean-Luc Mélenchon. Alors vous me la prenez, en tout cas, Abdel. Elle s'est beaucoup plaint qu'il ait appelé à voter pour Emmanuel Macron. Ou en tout cas, à faire barrage au Rassemblement national. Nous adressons régulièrement aux électeurs, et notamment ceux qui ne voulaient pas d'Emmanuel Macron, et c'est normal, parce que là, vous regardez, au moment de ces élections législatives, la situation se pose aussi dans certaines circonscriptions, dont la mienne. Bon, moi, j'imagine mal. Quand j'ai un adversaire aujourd'hui qui prône la retraite, non pas à 65 ans, mais à 66, 67 ans, selon les mots d'Édouard Philippe. J'imagine mal, simplement, la NUPES attachée à une politique sociale. On peut reconnaître que certains le sont sincèrement. Je les vois mal. Vous avez un point commun sur l'interventionnisme économique, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le programme de Marine Le Pen, il est un peu plus de gauche, en tout cas économiquement parlant, mais c'est vrai que cette réserve de voix qui est à gauche, ils ont des valeurs, alors le mot c'est pas humaniste, mais c'est vrai que souvent avec le Rassemblement national, il y a un lien entre immigration et sécurité, ce que ne font pas ces électeurs de gauche. Évidemment, nous avons des désaccords profonds, mais du coup c'est pour ça qu'il y a un barrage un peu, le Front républicain. Il ne nous a pas échappé, c'est vrai que Marine Le Pen a une ligne sociale assez forte, et d'ailleurs c'est elle qui s'est emparée du sujet du pouvoir d'achat peut-être 6 mois avant l'élection présidentielle. C'est elle qui a pressenti, elle a une espèce d'intuition qui a fait qu'elle a pressenti les problèmes qui allaient s'ouvrir devant nous, problème du prix de l'essence, du prix des énergies, le problème de l'inflation des prix de l'alimentaire, etc. Donc c'est vrai qu'elle a cette fibre sociale qui parfois pourrait laisser penser que certains électeurs de gauche patriote pourraient aussi se reconnaître. Elle a pris ce créneau parce qu'il y avait Éric Zemmour sur votre créneau. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a des électeurs de gauche qui, au second tour de la présidentielle, ont voté pour Marine Le Pen. Mais il y a aussi des électeurs de droite, puisque sur le régalien, sur les questions régaliennes, et c'est vrai, ce que Philippe Berta a rappelé, c'est que notre triptyque, c'est pouvoir d'achat, immigration et sécurité. Et donc, il y a des électeurs de droite aussi qui peuvent se tourner naturellement vers nous. Donc, quelque part, on fait cette alliance des patriotes. Et là, même si ça n'empêche pas quand même aujourd'hui, j'ai envie de dire, des progressistes de ne pas comprendre comment on fait encore pas de différence entre la NUP et le Rassemblement national. Parce que vous êtes quand même à l'extrême droite au Rassemblement national. Moi, là, je trouve que ce débat est un peu lunaire, parce qu'on met dos à dos, on oppose dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, on les met sur un pied d'égalité. Moi, j'aurais envie de mettre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron sur un pied d'égalité, parce que ce sont aussi des déconstructeurs. Ce sont des déconstructeurs. Quand Emmanuel Macron fait rentrer 2 millions d'immigrés en 5 ans sur le territoire, c'est un déconstructeur. Quand on a un ministre de la Justice qui se fait applaudir dans les prisons, qui ne
rétablit pas les peines planchers, qui incarne une forme de laxisme, c'est une forme de déconstruction. Et parallèlement à cela, on retrouve chez Mélenchon ce laxisme judiciaire, cette volonté de... Philippe Bertin, vous partagez l'analyse que fait Nicolas Maisonnet? Cette volonté de régulariser aussi la totalité des clandestins, ce sont deux déconstructeurs de la France. Philippe Bertin. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ce que j'entends là, c'est qu'il y a un mot que j'entends pas, et qui est le mot clé. Moi, je suis bien sûr pour du social bien sûr légitimé, je suis pour le travail, je suis pour des vraies valeurs, mais le mot-clé de tout ça, ça s'appelle l'économie. On peut parler de tout ce qu'on veut, mais soit on a les moyens de faire, soit on n'a pas les moyens de faire, soit on a les moyens de faire de la sécurité, on a les moyens de faire progresser notre outil judiciaire, on a les moyens de faire progresser notre système de santé, on a les moyens de faire progresser notre éducation. Mais pour avoir ces moyens, il faut une économie solide. Aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, on a plutôt des indicateurs, surtout en sortant des crises que nous sortons. On a 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Qui sont des indicateurs quand même très 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 optimistes. Oui, mais si je compare par rapport aux autres pays, c'est pareil sur l'inflation. C'est sûr que cette inflation, elle nous met en difficulté. Enfin, je préfère avoir l'inflation française que l'inflation américaine ou l'inflation allemande actuellement. Donc on a réussi à limiter les dégâts. On a aujourd'hui un réinvestissement dans ce pays, et je peux l'attester, puisque c'est les dossiers que j'ai suivis à l'Assemblée, qui est massif. Encore une fois, on a un taux de chômage qui est en train de s'effondrer. Vous ne parlez pas de la croissance. Non, mais la croissance de la France aujourd'hui est en berne. Elle est en berne sur ces derniers mois. Elle est au niveau zéro. Nous avions eu une croissance supérieure pendant 2 ans à celle de l'Allemagne qui s'était jamais vécue dans la alors que l'Allemagne, elle aujourd'hui est encore en croissance. Les États-Unis, pareil. Pas aujourd'hui. Coralie, un dernier mot pour terminer le débat. Ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est que ça nous permet quand même de comparer Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. J'ai une mini-question pour Richard Flandin. On peut se demander aussi, le point commun qu'a Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est qu'il y a un peu cet effet de nouveauté. Ils arrivent à capitaliser sur l'effondrement des partis politiques dits traditionnels, et en fait ils captent cette colère, et c'est en ce sens que ces deux extrêmes peuvent se comparer, en tout cas au niveau de la colère et l'affaiblissement des partis politiques. Nouveauté, Jean-Luc Mélenchon, il a un enfant qui s'appelle Cadenne, je pense. Il a fait tous les partis politiques. Il change de mais là, on parle au niveau national. Non, mais c'est un vieux sénateur. C'est un sénateur. Il a été sénateur, parlementaire longtemps, député européen, je crois. Donc, c'est ministre. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Alors, ce qui m'inquiète, c'est de voir les jeunes. Dans la gestuelle, peut-être, ils incarnent cette colère. Il incarne une colère. Cette colère. C'est vrai que c'est un orateur formidable qui arrive à faire des discours extraordinaires. On a vu ça à Marseille ou ailleurs. C'est vrai, il n'y a pas de souci. C'est peut-être leur point commun. Et un dernier point, c'est peut-être sur le discours. Souvent, quand on dit extrême droite, on dit souvent qu'elle s'appuie sur des discours un peu simplistes pour capter toujours cette colère. On a vraiment l'impression que c'est leur fond de commerce. C'est une méthode également qui est appliquée par Jean-Luc Mélenchon. C'est leur moteur. Donc là, il y a beaucoup d'immigration, insécurité, pouvoir régalien. Attendez, je finis juste. Et il y a le côté sur le partage des richesses, sur la prédation, prendre aux riches pour redistribuer, voilà, qui est poussé à son paroxysme plutôt vers Jean-Luc Mélenchon. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le prendre aux riches, bon, on a tous envie effectivement que l'écart entre les riches et les pauvres s'amenuise dans ce pays. On a tous ce souhait-là. Mais la naïveté de faire croire aux gens... Enfin, vous supprimez l'impôt sur la fortune... La naïveté de faire croire aux gens qu'effectivement, qu'en tapant sur les riches, ça va enrichir les pauvres, c'est une naïveté totale. C'est plus complexe que ça, en fait. Mais bien sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est la fameuse théorie du ruissellement. Je donne un exemple. L'exemple, c'est la captation des héritages au-delà de 10 millions d'euros. 12, je crois, il est 12 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit chef d'entreprise, celui qui a créé sa petite activité, etc., va se faire totalement spolier dans la transmission de l'activité qu'il a créée, que ce soit une entreprise ou autre, et que ces entreprises disparaîtront. Ou même, au pire, si ce n'est pas sous une forme d'entreprise, si j'ai effectivement 12 millions d'euros de biens en France, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite aller les mettre ailleurs. Et donc, globalement, c'est de l'argent qui sera plus taxé du tout cette fois-ci en France, qui sera dans un pays tiers, et donc c'est un effondrement total de notre système économique. Et pour faire du social, je le répète, il faut qu'on ait une économie qui marche. Et aujourd'hui, j'ai entendu des mots de la part de Jean-Luc Mélenchon au sujet, par exemple, des chefs d'entreprise, qui sont des mots qui viennent de Trotsky, qui les avait tous mis au goulag. Il reprend les mêmes termes, il en est là, au XXIe siècle. C'est juste insupportable.